Bienvenue sur Comfort Talk, le podcast qui met en lumière les personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Je suis Williams Dabo, cofondateur de l'agence Comfort Dev. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir un invité de qualité qui a un parcours très inspirant, qui a une routine de vie particulière, qui va vous aider à mieux vous organiser dans vos différents travaux, à croire en vous-même, en vos objectifs et de pouvoir vous dire que tout est possible à celui qui croit. Je vous invite à suivre cet épisode. Vous n'allez pas voir le temps passer. C'est parti. Alors Cédric, merci d'être venu. Merci à toi. Merci William pour l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien entendu. Alors, je vais me présenter en 3 points. Qui je suis, Cédric Bagnon. Qu'est-ce que je fais? Spécialiste en énergie à la Banque mondiale. Et quel est mon background? J'ai un diplôme d'ingénieur en génie des procédés, un master spécialisé en management des marchés de l'énergie. Waouh, ça fait beaucoup, hein? Effectivement, mais peut-être que c'est pas la fin. Quel est ton parcours professionnel? Alors, tout commence en 2010 au Bureau national d'études techniques et développement. Je fais un stage en tant qu'élève ingénieur deuxième année. Après quoi, je fais mon stage de fin d'études à Canadian Natural Resources. C'est un opérateur pétrolier et gazier. Je signe mon premier CDI à Canadian Natural Resources. Après, je rejoins Schlumberger, qui est un géant des services pétroliers et gaziers au monde. Puis, je marque un stop pour pouvoir repartir à l'école. Après cette formation-là, j'intègre Deloitte et depuis 2021, je suis à la Banque mondiale. Tu as marqué un stop pour pouvoir continuer les études. Exactement. Ça demande vraiment beaucoup de, je dirais, il faut avoir vraiment une grosse vision pour pouvoir à un moment donné se dire, je repars à l'école. Parce que le parcours est déjà intéressant, hein. Effectivement, tu as sorti un mot qui est clé, la vision. Et le monde professionnel peut être clivant. À un moment donné, il faut s'adapter. Et pour changer de direction, je pense qu'il n'y a pas mieux que l'école, la formation. Du coup, je regardais et j'analysais quel pourrait être l'avenir par rapport à mon secteur d'activité. Et j'ai identifié 2 formations qui allaient me permettre de me projeter sur cet avenir-là. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, si tu penses que c'est inspirant, j'en suis honoré. C'est très inspirant. Bon, quelle est la stratégie pour mettre en avant ces compétences? Alors, c'est une très bonne question, William. Quelqu'un le disait très récemment, il n'y a pas meilleur investissement que de le faire sur soi-même. Ça peut être sur ton intellect, ça peut être sur ton physique, ça peut être partout où tu veux. Du moment où c'est sur toi, c'est ta personnalité que tu amènes là où tu pars, où tu te trouves. Du coup, la meilleure stratégie, c'est d'investir sur soi. Le reste viendra en fonction de ses objectifs. Si quelqu'un est intéressé, par exemple, par le secteur de l'énergie, je lui dirai, en plus de cet investissement sur soi-même, il faut qu'il s'arme de beaucoup de patience. Il faut qu'il ait, que cette personne-là, donc que cette personne ait assez de recul pour pouvoir se former, pour pouvoir apprendre, parce qu'on est dans un secteur qui est assez sensible, où automatiquement on est mis en face de ses responsabilités. Donc, pour répondre clairement à ta question, la meilleure stratégie pour développer des compétences, effectivement, c'est un travail régulier et de longue haleine sur soi-même. Ok, c'est super. J'avais un ami quand j'étais petit, il disait que son rêve était de travailler à la Banque mondiale. Bon, je pense qu'il n'a pas pu réussir ce rêve-là. Mais il y a d'autres jeunes qui aspirent à travailler dans cette entreprise. Comment on fait pour, comment on fait pour entrer à la Banque mondiale? Parce que j'estime que c'est très sélectif au niveau des différents recrutements. Oui, c'est assez sélectif, effectivement. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le processus, il est transparent et il est connu. Dépôt de CV, soumission d'un CV sur le site de la Banque mondiale, analyse de ce CV-là par les personnes qui sont chargées du recrutement, série d'entretiens pour finir avec l'entretien avec le manager qui recrute, après quoi vient l'offre d'emploi. Moi, personnellement, c'est cette trajectoire-là que j'ai suivie. Il n'a pas été autrement. Du coup, ce que j'aimerais ajouter, c'est que les étapes sont clairement définies, certes, mais il faut y arriver préparé. Il faut arriver préparé parce que c'est une compétition
Et il y a beaucoup de personnes qui se projettent là-dessus. Il faut donc quand même très rapidement arriver à se démarquer de sorte qu'à ce que à la fin du processus, ça soit toi qui sois sélectionné. Sinon, pour ce qui est de la transparence du process, je peux m'engager puisque je suis passé par ce process-là. Le boulot que tu fais, c'est de très grosses responsabilités. Comment tu arrives à surmonter les défis auxquels tu fais face? Ok, déjà, je vois ta question comme une question à deux volets. Quels sont ces défis-là et comment j'arrive à les surmonter? Ces défis sont liés à la gestion de tout projet classique, gestion du timing, de la qualité du travail qui est réalisé, du coût de la prestation et des équipes. Parce que effectivement, en tant que spécialiste en énergie, on interagit avec une panoplie d'équipes. Il y a les équipes de la Banque mondiale, il y a les équipes côté gouvernemental, il y a les équipes des entreprises qui nous aident dans la réalisation des activités sur le terrain. Et tu es en réalité une sorte de coordinateur de tout cet écosystème-là. À côté de cela, il y a aussi cette gestion du stress liée au fait que tu es dans une institution quand même de grande envergure. Tu sais que chaque acte, chaque mot que tu vas placer, ça sera quelque chose qui peut être sujet à interprétation. Donc, du coup, tu dois, avec du recul, gérer ce stress-là. Et comment j'arrive à faire cela? Je pense que la clé, c'est une bonne organisation. Être très bien organisé, savoir où tu dois aller, ce que tu dois faire. La deuxième ressource qu'il faut mettre en avant, c'est la confiance en soi. Déjà, en passant par ce processus-là, tu sais que, toute humilité mise à part, tu es un winner. Tu n'as pas à tergiverser ou à penser que tu n'as pas de valeur ajoutée. Non, tu as une valeur ajoutée. Et ça, c'est vrai pour la Banque mondiale, mais ça, c'est vrai pour n'importe quel professionnel. Pour pouvoir aboutir à un travail de qualité, il faut que tu mettes en avant de la confiance en toi. Moi, je te prends un exemple. Souvent, ce que tu dis ou ce que tu fais n'est pas forcément le meilleur chemin à suivre. Mais parce que tu as confiance en toi, parce que tu suis une logique cohérente, parce que tu es capable d'expliquer ce que tu es en train de faire, mais tu arrives à drainer du monde autour de toi. C'est là la véritable capacité d'un leader, en fait. Donc, deux mots à retenir, la bonne organisation et la confiance en soi. Après, on rentre dans la gestion d'un projet classique et ça fait appel à ce que j'ai énuméré un peu plus haut. Une journée type avec Cédric, ça donne quoi? Alors, une journée, est-ce que tu es prêt? Et on parle de quelle journée? Au jour ouvrable ou bien week-end? Jour ouvrable d'abord. Jour ouvrable d'abord, ok. Je me lève super tôt, 6 heures. Bon, d'aucuns diront que c'est pas tôt, 6 heures, mais pour moi, quand même, c'est aux aurores. 6 heures, pas parce que j'aime, mais c'est une déformation professionnelle. Je garde cela de l'époque où j'étais sur les plateformes où il fallait se réveiller à 6 heures pour travailler. De 6 heures à 8 heures, j'ai le temps de faire une prière, quelques exercices physiques, prendre un petit déj et me préparer pour le bureau. J'arrive au bureau autour de 8h30. De 8h30 à 10 heures, je réserve cette plage-là pour mes premières réunions de la journée. Ça peut être des réunions hebdomadaires ou bien un contact avec mes interlocuteurs dans le cadre de l'exécution de mes projets. De 10h, 10h30 jusqu'à 13h, 13h30, je suis dans mes livrables, mes analyses, mes revues de rapports, tout ce qui s'ensuit. De 13h30 à 14h, je prends une petite pause parce que, bon, mine de rien, il faut souffler un peu. Et à partir de 14h, j'ai une deuxième série de meetings parce que mes collègues qui ne sont pas basés en Côte d'Ivoire, c'est à ce moment-là qu'on va dire qu'ils commencent leur journée. Il est important de faire un point. De ces réunions-là, en général, durent 1 heure. De 15h donc jusqu'à 17h, je suis encore dans mes livrables. Et de 17h à 18h, c'est mon heure à moi. Elle n'appartient à personne d'autre. Je prends cette heure-là pour me développer. Anglais, compétences techniques, développement personnel, tout y passe. Je mets tout. À partir de 18h, je pars du bureau, je rentre à la maison. Le reste, c'est mon histoire. Il y a un élément qui a beaucoup attiré mon attention, le fait que tu consacres 1 heure pour te former. Oui. Est-ce cela, en fait, la clé de ton succès? Succès! Franchement, j'aimerais arriver à un niveau où on va dire il a réussi. Pour l'instant, je pense que je suis pas encore là. Toute humilité mise à part. Alors, est-ce cela la clé de ces réalisations que j'ai énumérées? Je pense que ça fait partie. Il faut rester compétitif.
Les gens me demandent pourquoi en 2016-2017, alors que tu es intégré dans le monde professionnel, tu repars à l'école. Mais parce que je me rends compte qu'à un moment donné, mes compétences ne sont plus adaptées aux réalités du marché. Il faut que j'ajoute d'autres cordes à mon arc. Je te dis, William, je suis à la Banque mondiale énergie spécialiste, mais je suis actuellement une formation, un certificat en analyse financière. Parce qu'à un moment donné de mon évolution, je me suis rendu compte que c'était une compétence qui manquait à mon profil. Donc cette heure-là, elle est essentielle. C'est une des clés, effectivement, de réussite. Il faut toujours se remettre en cause, il faut se challenger personnellement et il faut être à la pointe, pardon, au top de la technologie, c'est-à-dire être prêt à répondre à toutes les attentes liées à son métier. Et ça passe par la formation. Il n'y a pas une autre solution. Avec ton équipe, vous avez réalisé plusieurs projets. Oui. Quel est le projet qui te rend vraiment fier? Le projet qui me rend fier, c'est public et la banque a pour habitude de publier les opérations qu'elle implémente dans un pays. C'est le projet transport, distribution et accès à l'électricité. C'est un projet de 325 millions de dollars qui avait pour but, ou qui a pour but, de renforcer les systèmes de transport d'électricité, d'accroître les dispositifs de distribution et d'apporter de l'électricité à certaines localités. Ça me rend fier, pourquoi? Parce qu'à travers ce projet-là, j'ai pu déceler la valeur ajoutée ou la valeur que je pouvais ajouter, moi, depuis le bureau à Cocody, sur la vie des populations dans le milieu rural. William, nous sommes partis une fois en mission de supervision à Vavois. Et il s'agissait de mettre sous tension une localité qui avait été électrifiée dans le cadre de ce projet-là. Juste en appelant l'interrupteur, et lorsque les populations regardaient les lampadaires illuminés, la joie et les bénédictions. Mais je te jure que ça, c'est au-dessus de toute rémunération. Tu ressens cette paix, cette fierté intérieure. Tu te dis, j'ai apporté quelque chose à ces populations-là. Et c'est ça qui est véritablement gratifiant quand tu travailles dans une institution de développement. Wow. C'est super, c'est super. Je vois là que tu aimes vraiment ton métier. Et quand je regarde quand je t'écoute, en fait, je vois que il n'y a pas que le fait de travailler uniquement, c'est le fait d'également aimer son métier, Effectivement. avoir au-delà, en fait, de la rémunération, des choses, en fait, qui te feront rester là pour pouvoir augmenter tes compétences, pour pouvoir avancer vers le but final. C'est ça. Et ça, c'est très bien. Merci beaucoup. On en parlait hors micro. Le monde il est tellement challengeant qu'il faut quelque chose qui soit au-dessus de la rémunération. Cette chose, on appelle la passion. Tu peux travailler aujourd'hui dans un environnement et demain, on va te proposer 2 fois plus que ce que tu gagnes. Mais si ta véritable et ton unique obsession, c'est l'argent, tu vas partir et tu vas jamais t'arrêter. Bien sûr. Il faut être au-delà de cela. Et je pense que en mettant de la passion dans ce qu'on fait, on trouve une autre satisfaction, ce que l'argent peut pas apporter. D'ailleurs, je suis pas en train d'occulter le pouvoir de l'argent. On aime tous l'argent. On sait ce que ça vaut actuellement dans notre monde. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'un projet professionnel doit être basé sur une vision. L'argent viendra avec la réalisation de cette vision. C'est ma philosophie. Ça, c'est très bien. La passion, on voit la patience. Exactement. Et la patience, c'est la clé du succès. Tu as tout dit. Tu as tout dit. Tu as résumé tout ce que j'ai dit de si longues phrases, en quelques mots, effectivement. Il y a beaucoup de tendances qui se dégagent maintenant. La technologie avance à un rythme vraiment effréné. Oui. On parle maintenant d'intelligence artificielle. Oui. Quelle est la lecture, en fait, que tu fais de ces technologies-là qui viennent bouleverser notre quotidien? C'est une bonne chose. Je pense que le monde se réinvente. Pour moi, ces technologies-là, c'est comme apporter le futur dans le présent. Tu penses à quelque chose automatiquement avec la technologie, avec l'intelligence. Tu as ça dès à présent. Tu n'as pas besoin d'attendre 10 ans, 15 ans. Après, il faut savoir qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et il faut se donner des limites. Parce que le côté, je dirais pas néfaste, mais la face obscure de ces technologies, c'est qu'elles repoussent les limites de l'impossible. Mais jusqu'à où?
Alors, les croyants te diront qu'à l'origine, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire l'homme, dans son subconscient, il est capable de tout faire. D'accord? Ces technologies-là sont en train d'attester cette assertion. Mais jusqu'à quel niveau? Il faut seulement se rappeler que tout est permis, tout n'est pas utile. J'en veux pour preuve l'implosion de la navette avec à son bord les milliardaires. Ils étaient allés au plus près du Titanic. Ils y ont perdu leur vie. Et la technologie les a quand même emmenés là-bas. D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils y sont arrivés. Donc, il faut faire la part des choses. Sinon, c'est une très belle chose. Le monde se réinvente, le monde se réadapte, le monde est au plus proche de ses réalités. Et franchement, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que la technologie en elle-même n'est pas mauvaise, mais c'est l'utilisation qu'on en fera en fait. Exactement. Il faut connaître ses limites et pouvoir le faire au service des hommes et non contre les hommes. Totalement d'accord avec toi. Je pense que tu aurais dû t'asseoir là et moi de l'autre côté en fait. La technologie de l'intelligence artificielle impacte-t-elle ton métier en ce moment? Et à quel niveau? Oui. La technologie d'une manière plus globale, oui. Dans mon parcours, comme je disais, j'ai fait un certificat sur les nouvelles technologies de l'énergie. Bien sûr, on peut adapter ces technologies-là au secteur de l'énergie. Je te prends un exemple. En 2010, ou du moins de 2010 jusqu'à 2023, c'est-à-dire aujourd'hui, le prix de l'électricité produite à partir du solaire photovoltaïque, donc des panneaux solaires, a baissé de 85%. Et c'est la technologie qui nous a permis d'arriver à ce résultat-là. On a optimisé les procédés de fabrication des panneaux, des cellules et de tout ce que tu veux. Et on a un prix compétitif. Ce qui veut dire quoi? Si tu avais 1 kWh de solaire photovoltaïque en 2010 à 100 francs CFA, aujourd'hui, ce même kilowattheure, il ne coûte que 15 francs. Donc, effectivement, c'est un impact. Deuxième exemple, quand j'étais étudiant en master, les professeurs aimaient dire le principal challenge du secteur de l'énergie, c'est que l'électricité produite ne se conserve pas, ne se stocke pas à grande échelle. Il faut qu'en tout temps, l'offre égale à la demande. J'étais à Birmingham il y a 3 semaines, mais on nous montrait les avancées technologiques pour pouvoir conserver ou stocker cette énergie à grande échelle. Tu me diras qu'on est en phase d'expérimentation, c'est normal. C'est le cycle normal de tout projet. Mais déjà, on a des avancées pour dire que ces technologies impactent fortement notre secteur. Et c'est là que je me rejoins en disant, c'est une bonne chose. Parce qu'on réduit les coûts, on est plus compétitif, on a des dispositifs qui sont beaucoup plus efficaces et c'est pour le bonheur des populations. Mais toujours est-il, je reviens sur ce que j'ai énoncé, il faut savoir jusqu'où on va. Sinon, pour répondre à ta question, oui, dans tous les secteurs, y compris le secteur de l'énergie, la technologie a un fort impact. Il y a une partie de la population qui a peur de l'intelligence artificielle. Il y a d'autres qui craignent par rapport à leur métier. Quel conseil tu peux donner à une personne? Ok, c'est vrai, l'intelligence artificielle va venir certainement pour aider l'homme dans certaines tâches. J'ai utilisé le verbe se réinventer et je pense que le monde se réinvente. Je ne pense pas qu'il y aura une substitution des emplois, mais il y aura un changement du modèle économique dans sa profondeur. Je te prends un exemple. En Europe, en France, quand tu arrives dans une station-service, c'est toi-même qui te prends la pompe et qui te sert le carburant. Est-ce à dire que si on arrive à un système comme ça ici, ceux qui sont à la pompe vont perdre leur emploi? Je ne le pense pas. Ça va générer d'autres besoins. Ceux-là seront emmenés à faire autre chose. Aujourd'hui, on n'y pense pas. Mais demain, on va se rendre compte que c'était des métiers qui étaient indispensables pour le secteur. On a nos téléphones avec la technologie tactile et console. Mais William, rappelle-toi au départ, qui pouvait penser qu'à un moment donné, tu avais ton mail et tu faisais comme ça sur ton téléphone. Mais aujourd'hui, c'est devenu tellement indispensable que tu te demandes comment tu as fait pour vivre sans ça. C'est comme ça. Je pense que le créateur, il a tout prévu. Il a su, ou il sait qu'à un moment donné, le monde va se réinventer. Il n'y aura pas de pertes, en tout cas pas de pertes drastiques, mais les gens seront emmenés à aller vers d'autres secteurs ou vers d'autres emplois. Alors,
il se pose une problématique là. Ceux qui se complaisent dans leur zone de confort vont pas vouloir s'adapter. C'est ceux-là qui seront les victimes de cette révolution. Mais ceux qui sont challengeants, qui pensent qu'ils ont à découvrir de manière perpétuelle, ceux-là seront à la pointe de cette innovation. C'est ma vision. Tu as tout résumé. Je suis d'accord qu'on soit aligné sur ce point-là. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de craintes, mais je pense pas que ça sera l'hécatombe qui est annoncé. C'est super. Ok. Comment tu te vois dans 10 ans? Waouh, bonne question. Mais tu sais, je sais même pas comment je me vois quand je sors d'ici. Dans 10 ans. Non, je me considère comme un soldat. Donc pour moi, il est difficile de me projeter. Ma préoccupation actuelle, c'est de donner le meilleur de moi-même dans ce que je fais actuellement. Je m'y attelle. Et franchement, je donne toutes mes forces pour cela. Je veux être le meilleur à mon poste, le meilleur possible. Pas parce que je veux écraser ou bien. Non, non. C'est parce que je veux exploiter ma pleine potentialité, en fait. Après, je ne sais pas ce qui adviendra. Je me définis comme un soldat, comme j'ai dit. On verra en temps et en heure celui en qui je crois. Quel sera le challenge qu'il me confiera. Il me donnera les moyens pour que je sois toujours à la tête. Ça, j'y crois. Pour l'instant, je ne me projette pas plus loin qu'être le meilleur au poste où je suis. D'accord. Voilà. Et ça dit que tu n'as pas de projet personnel à l'avenir, ce genre de truc? Je vois où tu veux revenir. Tu veux parler de la politique. Alors, la politique de développement, elle m'intéresse. C'est-à-dire apprendre un métier, travailler au bénéfice d'un plus grand nombre. Je te relatais cette expérience dans ce village-là et la satisfaction que j'en ai tirée. La politique politicienne, franchement, m'intéresse pas. Et d'ailleurs, selon l'expression consacrée, j'évite même de me gazer chaque matin pour ne pas y penser. Voilà. Donc, moi, je veux apprendre quelque chose. Je veux qu'on retienne de moi quelqu'un qui maîtrise son secteur d'activité et quand on discute avec je veux dire, une personne avec qui on discute et on retient quelque chose de positif. Et pas que ça, quand il s'agit d'implémenter, il est capable de réaliser ce qu'il a dit. Je veux pas être dans de grandes théories, voilà, pour être un harangueur de foule ou tout ça. Non, je pense pas que ça soit ma vocation. Ok, super. Quel est ton rapport à l'argent? Pour toi, c'est quoi l'argent? J'aime l'argent. Hein. Non, faut qu'on se dise la vérité. J'aime l'argent. Mais au-delà de toute chose, j'aime l'équité. Pour moi, l'argent vient comme une rétribution. J'ai fait quelque chose, tu dois me donner ce que ça vaut. Là où tu vas m'entendre me plaindre, c'est si tu essaies de me donner quelque chose qui ne soit pas égal à ce que j'ai produit ou quelque chose sur quoi toi et moi on s'est entendu. Mais pour ce qui est la course effrénée à l'argent facile, l'argent rapide, je n'y crois pas. Et pour moi, ce ne sont pas les bonnes valeurs à promouvoir. Mais j'aime l'argent dans la mesure où l'argent, cet amour de l'argent m'amène à développer un amour supérieur pour le travail. Et je sais que l'argent sera la résultante de ce travail-là. Donc, en définitive, c'est pas tant que l'argent que j'aime, mais c'est le travail. Parce que c'est lui qui va me donner cet argent. La petite histoire, je sais pas si c'est le lieu de l'évoquer, mais ma mère me disait quand j'étais enfant, et que je partais vers elle, que je lui demandais quelque chose et qu'elle refusait, automatiquement, je partais prendre mes livres. Comme quoi, j'avais compris que si je travaille, j'aurai mon argent et j'aurai pas besoin de demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Je pense que c'est cet état d'esprit-là que j'ai gardé jusqu'à présent. Je sais comment je dois faire, je sais ce que je dois faire pour gagner de l'argent. Eh bien, je fais cela. Et le reste, c'est Dieu qui décide. Ah, c'est super. Qu'est-ce que tu penses des récentes évolutions au niveau des infrastructures en Côte d'Ivoire? Le fait qu'il y a en fait une certaine dynamique où de plus en plus d'entreprises viennent en Côte d'Ivoire. Ok. Non, non, très bonne question. Là, je parle en tant que jeune Ivoirien et c'est à saluer. C'est à saluer. On est tous contents quand on voit les infrastructures. Je pense que tout cela mis dans leur contexte, effectivement, on ne peut que s'en réjouir. Le pays est en train de connaître un développement. En tant que jeune Ivoirien, en tant que jeune professionnel, on est satisfait de voir justement toutes ces infrastructures-là. Mais permet que mon analyse s'arrête juste à ce niveau parce qu'on ne peut pas rentrer dans d'autres considérations. Certains vont confondre justement analyse pertinente à politique. Oui, Mais de prime abord, quand tu sors en journée comme la nuit et quand tu circules dans les rues d'Abidjan, tu es satisfait du travail qui est
qui est réalisé. Franchement, il ne faut pas s'en cacher. Tu aurais pu également exercer peut-être en Europe ou dans les pays où tu t'es formé. Pourquoi avoir décidé de venir ici, en Afrique? En Très Côte bonne d'Ivoire question. précisément. Très bonne question. Alors, j'avoue que à la base, le choix, parce que j'ai étudié en France et avec mon master 2, j'avais la possibilité de rester, d'autant plus même que j'avais eu une offre de chef secteur hydrocarbures au sein des effectifs d'un grand groupe pétrolier. À la base, le choix, il était personnel. Mais je remercie franchement Dieu d'avoir opéré ce choix-là parce que je me rends compte que ici en Afrique, on est dans un environnement, je dirais pas vierge, mais qui offre beaucoup de potentialités. Il y a beaucoup à faire. Que tu prennes le domaine des infrastructures, l'agriculture, l'intelligence artificielle, les technologies, tout ce que tu veux, il y a beaucoup à faire. Dès que j'ai compris cela, mon challenge, c'était de voir comment ceux qui ont déjà fait ou pratiqué ces technologies-là, quelles leçons on pourrait en tirer pour venir mettre cela au bénéfice de nos populations. Je pense que c'est ce que je suis en train de réaliser parce que j'ai eu à regarder les marchés électriques, par exemple français, allemand, j'ai eu à faire des analyses comparatives et dans le déroulé de mes activités, ce sont certaines solutions souvent que je présente lorsque nous discutons de nos projets. Donc, je suis venu justement parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire ici. Et après, on est mieux que chez soi. Bien sûr. Voilà. Il y a le caractère familial, le caractère social, la chaleur humaine que le pays offre. Mais franchement, l'idée ou la boussole de toutes ces actions-là, c'est que là-bas, ça a été fait. Ici, on a besoin que ça soit fait. Ça sera fait par qui? Eh bien, par nous-mêmes. Et aussi, je sais que là-bas, il n'y a pas de garba, hein, le garba Non. authentique. Non, exactement, C'est tu ça. as tout compris. Il n'y a pas de GABA à locaux, tu dois parcourir des kilomètres. Bon, tout ce qu'on a ici à portée de main. C'est ça. Il y a des éléments qu'on entend beaucoup à la télé, le réchauffement climatique. Ça se ressent aussi sur la pluviométrie, le fait que il pleut beaucoup, les saisons sont un peu mélangées. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour pouvoir résoudre ce problème-là qui concerne tout le monde? Oui, effectivement, c'est un problème d'actualité. D'ailleurs, dans le cadre de mes responsabilités, on va dire, à la banque, je fais partie d'une équipe qui travaille sur un rapport climat pour la Côte d'Ivoire. Donc, pour dire comme toi que c'est une question d'actualité. Mais tu sais, en lieu et place de réchauffement climatique, moi, je parle de dérèglement. Parce que c'est pas toujours qu'on ressent de la chaleur. Souvent, comparativement aux années précédentes, il faisait plus chaud, mais il fait plus froid. Ça se constate souvent en hiver et tout. Donc, quand on dit réchauffement, alors, pour les esprits avisés qui comprennent que ça peut être à la hausse comme à la baisse, d'accord? Mais si on dit dérèglement, on est d'accord sur la notion dans toute sa définition. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'action de l'humain qu'il faut essayer de revoir, justement, pour pouvoir adresser ce challenge-là. Il y a des secteurs qui sont indexés, dont le mien. Il y a le secteur de l'énergie, il y a le secteur des transports, il y a le secteur de la foresterie, de tout ce qui est agroforesterie, bien sûr. Mais là où ça devient un peu frustrant pour certains États, c'est lorsqu'on veut les empêcher d'accéder à leurs ressources naturelles sous le sceau de la lutte contre le dérèglement climatique. Je pense que le monde étant ce qu'il est et étant en perpétuel changement, les véritables décideurs ont compris. Il est plus ou moins maintenant question d'accompagner les États à utiliser leurs ressources de manière optimale pour satisfaire leurs besoins en ne compromettant pas les besoins des générations à venir. C'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Tu ne peux pas demander, par exemple, à un pays qui n'a uniquement que de la ressource A de ne pas exploiter cette ressource-là. Mais comment ce pays fait pour se développer? L'approche que les gens sont en train de mettre au point de plus en plus, c'est de dire, OK, dans une certaine mesure, on t'accompagne à développer ta ressource A,
Mais parallèlement, on t'aide à développer certaines activités qui vont permettre de compenser, en fait, ce que cette ressource est en train de créer comme déficit quand on parle de la lutte contre le réchauffement climatique. Je pense que ce sont ces idées-là qu'il faut promouvoir. Moi, je me réjouis que ça soit justement le langage qui a été mis sur la table lorsqu'on discutait de ce rapport climat-là. Maintenant, on ne dit plus aux gens, faites du renouvelable pour la planète et ceci. On dit, faites du renouvelable parce que, regardez, les prix ont baissé et ça devient beaucoup plus compétitif pour vous-même. Quand tu as un tel langage face au gouvernement qui, eux, ont pour priorité le bien-être de leur population, ils se rendent compte que, en même temps qu'ils vont dans le même sens que toi, en même temps ils font des économies. Mais il n'y a pas de raison pour qu'ils ne te suivent pas. La théorie du maître et de l'esclave qui voudrait que on vienne dicter des choses en dépit de ce que nous avons comme réalité, elle est en train d'être dépassée. Bien sûr. Dieu merci, et par les esclaves ou ceux qu'on considérait comme esclaves, et par ceux qu'on considérait comme maîtres. Tout le monde comprend qu'il faut maintenant tenir compte des aspirations légitimes de tous les peuples. Voilà. Donc, cette lutte-là, c'est un fait. Il faut d'abord avoir conscience que ça existe, l'avancée des eaux, même s'il y a des théories qui vont contre cela, le dérèglement climatique, qui a un impact terrible sur les populations, parce que les gens avaient fait leurs provisions, par exemple, pour faire telle culture dans tel mois, mais il se trouve que au lieu qu'il pleuve, il fait chaud. Ouais. Regarde, tu parlais de la canne qui était déplacée, mais c'est parce que on s'est rendu compte qu'en juin, il pleuvait. Voilà. Donc, ces dérèglements-là ont un problème, causent un problème ou un impact sur les populations. Il faut faire face à cela. Comment faire face à cela? C'est en tenant compte des aspirations des populations, tout en essayant ou les aidant de ne pas compromettre l'avenir des générations qui seront après nous. Ouais. Parce qu'in fine, si la planète disparaît, ce sont les générations qui n'auront plus d'espace où vivre, en fait. Bien Donc, sûr. C'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Tu as vraiment tout résumé. Il n'y a plus rien à dire. Merci, William. C'est une question qui nous préoccupe tous. Et on voit l'engouement autour de la question. Et il faut juste mettre sur la table de la discussion, les bonnes solutions, les bonnes propositions. Ouais. Sinon, personne, en tout cas qui vit sur cette planète-là, ne peut occulter ce fait. Effectivement. On a la CAN 2023 qui aura lieu en janvier 2024. Oui. Qu'est-ce que tu penses de notre équipe nationale déjà? Est-ce que tu crois que on pourra la remporter? En tant que patriote, j'aimerais qu'on la remporte, tu vois. Mais en tant qu'amateur du ballon rond, franchement, je sais pas. Je regarde l'équipe, je regarde. Tu n'as pas confiance? Honnêtement. Mais tu sais, le bien dans tout ça, c'est que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, elle a toujours excellé quand on lui faisait pas confiance. C'est ça, comme en 2015. Exactement. Ouais. Donc, je préfère rester dans cette posture-là. Mais si on veut être objectif, les résultats les plus récents ne nous confortent pas dans une certaine confiance vis-à-vis de cette équipe-là. On espère que nos frères vont se surpasser, d'autant plus qu'ils jouent à la maison. Il n'est pas question de ramener la coupe à la maison puisqu'on est à la maison. Donc, qu'ils fassent tout pour que cette coupe-là ne parte pas en dehors de la maison. Ça, parce que il y a un défi avec les Camerounais. Exactement. Donc il faut vraiment qu'on leur montre qu'est-ce qu'il faut faire quand on organise une CAN. Effectivement. Il faut la remporter. C'est sinon ça. Ça sert à rien. Voilà. La belle famille nous regarde. C'est ça. Quel est ton mot de fin? Mon mot de fin. Déjà, merci pour l'initiative Comfort Talk. La tribune qui fait passer des personnes ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. J'ai un peu paraphrasé le slogan. Mais tu sais, quand je dis nous, c'est un nous inclusif, je me mets dedans. Nous sommes à la recherche, à la quête de repères. Et honnêtement, ce qu'on nous présente, c'est pas toujours des modèles à suivre. Et le fait de mettre sous la lumière des personnes, non pas pour venir donner des conseils, mais pour partager leur expérience, qui pourrait inspirer plus d'un, franchement, pour moi, c'est une initiative louable. C'est en ce sens-là que j'aimerais te remercier toute l'équipe, Cédric, Luc, toute l'équipe qui travaille sur ce projet-là, et vous encourager
à discuter avec des personnes pour qu'elles viennent parler de leur secteur d'activité. Ça peut créer le déclic chez quelqu'un qui n'était même plus intéressé par quoi que ce soit. Effectivement. On est peiné quand on voit certaines publications sur les réseaux. J'ai pas eu bac, j'ai l'argent, c'est le plus important. Ah. Très dramatique. Dramatique, William. Donc, on a besoin que ceux qui doivent parler, ceux qui doivent être affichés, on commence à leur donner de la place. J'aimerais remercier l'équipe pour cette initiative-là et dire que je reste à disposition. Je ne suis pas venu en donneur de leçons ou bien pour donner des conseils. Je ne pense pas que je sois en capacité de le faire. Je suis venu juste échanger sur mon parcours, ma petite expérience professionnelle. Et j'espère justement à travers ces quelques mots partagés ensemble là, que ça pourra motiver plus. D'abord, je suis très motivé par ton parcours. Merci. Étant entrepreneur, quand je rencontre des personnes, voilà, c'est comme on le dit, c'est deux mains qui se lavent. Oui. Voilà, j'apprends par ton parcours. Okay. Et ça me permet en fait de savoir que pour pouvoir toucher de grandes choses, il ne faut pas abandonner, il faut se former, il faut se renouveler, se réinventer. Et sache que j'ai beaucoup appris dans ce podcast-là. Merci d'être venu. Et je pense qu'on va se rencontrer encore pour un autre contenu. Pour l'acte 2. Pour l'acte 2, c'est ça. Merci beaucoup, William. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci d'avoir suivi cette vidéo assez inspirante. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo pour permettre à d'autres personnes de pouvoir suivre ce contenu qui est assez enrichissant et inspirant. N'oubliez pas, Comfort Talk, le podcast qui met en lumière les personnes ordinaires qui ont un parcours extraordinaire. À bientôt.